à tous, merci beaucoup d'être présents ici. Ça fait du bien de retrouver des événements en présentiel, même si le Covid est un peu loin, mais on a pris un peu de temps avant de relancer ces moments de rencontre sous la marque Cli Performance. Donc à tous bienvenue à cette matinale innovation par Cli Performance, soutenue amicalement par OneStream. L'idée d'aujourd'hui, avec nos grands témoins, bon, je vais pas me prendre non plus pour Jean-Luc Delarue, c'est de parler projet. Fondamentalement, le discours éditeur, les démonstrations outils, relativement systématiques. L'idée ici, c'est de vous raconter l'histoire de projets à différentes échelles, avec des gens qui l'ont vécu, du choix de la solution jusqu'à son implémentation et actuellement son exploitation. Donc l'idée, c'est, Julien, en préparant, a eu une question, est-ce que j'ai le droit de tout dire? Je lui ai répondu oui, bien entendu. Je sais qu'il est ici pour vous témoigner de la réussite de son projet avec OneStream et Cli. Donc l'idée étant, notamment sur la deuxième partie, sur les tables rondes, c'est que ça soit un échange libre, avec des retours d'expérience pour partager, y compris les difficultés qu'on a pu rencontrer ensemble et surtout surmonter. Je vais laisser les différents acteurs se présenter, et notamment aussi Marina Netto, on va commencer par elle, qui est à distance, parce qu'elle... Voilà, on va la voir apparaître, c'est miraculeux, c'est moderne. Bonjour Marina. Oui, on va voir qu'on a la to-do list de Stéphane, qui voyait un petit peu son travail sur différents comptes. Ça va, il fait que du OneStream, donc ça va, on est en ligne. Bonjour Marina. Je te laisse te présenter aussi rapidement le contexte d'Alliance, le chemin parcouru. La thématique, c'est sur l'innovation. On y reviendra dans nos questions-réponses. Et puis voilà, je te laisse inaugurer cette prise de parole. Financière, notamment parce que de l'époque, en 2020, on avait HFM uniquement pour une conso groupe trimestrielle, donc bilan et PNL, et tout le reste se faisait sur Excel. Donc OneStream nous a permis en fait de renforcer la qualité de nos données, aussi d'unifier toute la communauté financière et d'intégrer tous ces process dans un seul et même outil. Merci beaucoup Marina. Donc elle a répondu à des questions que je n'ai pas posées, mais c'est le plan. Normalement, c'est des questions que j'aurais dû apprendre. Et j'ai mal fait mes devoirs. Donc, même question pour Audrey, qui va nous raconter sa position chez Accor et le chemin. Ce qui va être intéressant aujourd'hui aussi, c'est qu'on est à différentes échelles d'usage du produit, entre Alliance, Accor et Exclusive Network. Et c'est aussi ça qu'on essaiera de vous montrer, c'est comment l'outil s'adapte et se met à l'échelle de vos ambitions. C'est nécessaire ça. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Tombini, je suis directrice de projet au sein de la direction système d'information finance chez Accor. Accor, je vous le situe rapidement, dans groupe hôtelier, donc international, on fait 4 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, on a à peu près 5500 hôtels. Le contexte Accor, c'est on a eu une grande transformation finance. Donc aux alentours de 2017-2018, notre modèle a complètement changé. On est devenu asset light. Donc on a vendu tous nos hôtels. Aujourd'hui, on est opérateur d'hôtels. Donc on n'est plus propriétaire, on est opérateur. Du coup, tous nos systèmes d'information finance ne correspondaient plus du tout au reporting qu'on avait besoin de faire. On a lancé un très grand plan de transformation finance et à l'issue de ce plan, a été décidé de changer l'outil de reporting conso. C'était la priorité pour les utilisateurs. Excusez-moi. Et après, donc, on a enclenché un projet de choix d'outils, de changement. On a choisi OneStream. Un gros projet, comme vous pouvez vous en douter, grosse entreprise, avec le Covid qu'il y avait au milieu. Et donc, pourquoi on a choisi OneStream en 2 mots? La principale raison, c'est parce que c'est une plateforme unifiée. On cherchait vraiment
à remplacer tous nos multiples outils dans notre champ DSI et à le remplacer par un seul. Et OneStream, parmi toutes les propositions qu'on avait, répondait le mieux à cette problématique. C'est vraiment un des éléments clés qui a fait pencher la balance dans le choix de OneStream. Julien. Bonjour à tous, Julien Jacquemin. Moi, je suis métier, directeur conso chez Exclusive Networks. En quelques mots, Exclusive Networks, parce que ça doit parler à personne, c'est un groupe de distribution de solutions de cybersécurité. Donc, en gros, on est en B2B. On achète, on va dire, essentiellement auprès d'éditeurs américains des solutions qu'on redistribue à travers le monde. Le groupe fait 4,5 milliards de grosses sales, donc notre chiffre d'affaires brut, en gros, pas d'IFRS 15, pour les techniciens. On est présent à travers plus de 80 entités et 47 pays. Donc, pour faire simple, on achète des solutions qu'on revend à travers le monde, là où c'est pertinent. Pour mon contexte, moi, j'ai rejoint le groupe Exclusive Networks en janvier 2021. Donc, en me disant, sympa, je vais attaquer la clôture. Et quelques semaines après, le fonds Permira, qui détenait le groupe, suite à un énième LBO quelques années avant, a décidé de lancer une introduction en bourse. Initialement avant l'été, puis finalement on a un peu revu les plans et on s'est dit on va faire ça après l'été, en septembre. Donc en gros on a lancé le projet, on va dire mi-février pour les premières estimations, lancé le vrai projet d'introduction avril, contacté Robert juin-juillet, je ne me souviens plus, et introduction en septembre, fin septembre, première clôture dans OneStream fin septembre, avec vrai exercice complet, fini au 31 décembre. Donc le contexte, pour donner un peu plus de matière, on était donc un groupe non coté, drivé par de la conso de gestion, par du reporting pas forcément toujours comptable, en French Gap. Donc on a dû faire introduction en bourse, transition aux IFRS, des données historique retraité. Et pour ça, un des choix, un des principaux facteurs qui a drivé notre choix, c'est d'avoir un outil unifié, parce qu'à l'époque, dans la finance, ce qui était prépondérant, c'était le FP&A, le contrôle de gestion, parce que la conso était externalisée. Donc on a dû trouver un outil qui plaît d'abord au FP&A, mais pour des contraintes de consolideur. Voilà, je sais pas si j'ai bien... Donc, c'est histoire de commencer, ces histoires toutes différentes. On a aussi Julien, donc un deuxième Julien qu'on va appeler Julien OneStream, qui va se présenter. Donc Julien Grépinet qui nous accompagne, et de la même manière, on est sur quelqu'un, on en parlait tout à l'heure, qui travaille sur les projets. C'est que derrière, il nous aide. On a beaucoup d'histoires communes dans la délivrance de ces projets et de comment on réussit à faire un projet en 4 mois. Comment on est dans une transformation qui a duré 3 ans, et comment on part d'un existant CPM comme chez Allianz pour proposer la valeur, notamment de l'extensivité, sur cette autonomie et cette croissance. Merci Thomas. Donc je suis ravi de savoir que maintenant je m'appelle Julien OneStream. Bon. Donc je m'appelle Julien Grépinet, je suis Delivery Assurance Manager. Alors je me doute bien qu'en réalité on ne comprend rien à ce titre, et donc pour faire plus simple, je dirais qu'en substance je suis en charge du delivery, c'est-à-dire de la partie consulting de l'éditeur. Et effectivement je suis amené à aider nos partenaires sur les implémentations, souvent les plus complexes en tout cas. C'est un petit peu l'idée derrière ça. Je vais vous présenter rapidement. J'ai promis rapidement parce que sinon je sais que Thomas va me lancer des cailloux. OneStream. OneStream, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un éditeur de solutions CPM qui a été fondé en 2012 par deux Américains, Tom Shea, Bob Powers. Tom Shea, rapidement, c'est quelqu'un qui trempe entre guillemets dans l'EPM depuis plus de 30 ans, qui a une expérience extrêmement vaste du sujet, qui a déjà fondé une autre entreprise de data intégration. Puis Bob Powers, c'est ni plus ni moins que le créateur d'HFM, qui est une solution bien connue du marché. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages, fort de cette expérience et notamment des lacunes qui avaient pu être constatées par d'autres solutions, ont décidé de créer en fait une nouvelle solution OPM avec deux idées directrices générales. Une première qui est de créer
une plateforme technologique évolutive. Plateforme parce qu'en fait, l'idée, c'est d'adresser quelque part tous les process de pilotage, tous les process EPM au sein d'une seule et unique plateforme. Pour le dire avec mes mots, c'est en quelque sorte créer l'ERP de l'EPM. Évolutive, parce que bon, il y a les process existants qu'on connaît aujourd'hui, puis il y a ceux qu'on connaît pas encore. Je pense que alors il y a l'ESG qui arrive, il y a le Global Minimum Tax qui est là également, mais ces deux éléments, ces deux process vont démontrer la pertinence de cette vision. Et puis la deuxième idée directrice, c'est de porter une attention particulière à l'intégration de la solution. On parle de 100% Customer Success. Ça a une réelle importance pour nous. C'est bien beau d'avoir des potentialités, encore faut-il qu'elles s'expriment. Et pour qu'elles puissent s'exprimer, il faut que les projets soient réussis. Et on compte grandement sur notre écosystème de partenaires. CLI est un partenaire majeur pour nous, pour justement nous garantir ce succès. 2016, on franchit la barre des 100 clients. 2016, c'était hier. 2023, aujourd'hui, on est à plus de 1300 clients. On a 1300 collaborateurs. L'aventure continue. Merci beaucoup, Julien. Le 100% Customer Success, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 4 ans dans la première rencontre avec OneStream. Il faut avouer que quand vous achetez OneStream, ce qui est un chemin en soi, vous achetez aussi les hommes qui vont avec. Globalement, voilà, on est, nous, chez CLI, depuis 20 ans, multi-éditeurs, mais c'est une vraie rencontre avec Julien et avec l'ensemble des équipes de OneStream dans cette capacité à faire le 100% Customer Success, à développer son écosystème et à être présent, y compris quand ça tabasse, parce qu'un projet, ça reste compliqué. Donc l'idée, c'est de vous parler des choses. On parle beaucoup de performance quand on parle de OneStream, c'est un peu le bruit latent. C'est des sujets qui existent, mais à chaque fois, vous retrouvez dans l'équipe OneStream cette capacité à répondre avec des pros de l'EPM qui sont là depuis 30 ans et qui ont une vision globale du marché de l'EPM en étant des spécialistes. Donc nous, chez CLI, ça correspond bien à notre état d'esprit depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on a des clients depuis très longtemps, Allianz en fait partie, qu'on a accompagné dans leur transformation, parce qu'on travaillait déjà sur HFM, sur Accor, c'est la même chose. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est que ces clients vous parlent de ce chemin parcouru ensemble autour de quelques thématiques. Notamment, on va commencer par la première et on laissera chacun s'exprimer. Au niveau du change management, certains viennent d'autres technologies, on va dire d'obédience cartésiste pour certains. Le change par rapport à ce nouvel outil, c'est que voilà, des philosophies peuvent être différentes. Donc nous, chez CLI et globalement sur nos projets, on sait que le change est une fonction à part entière, un projet dans le projet. Il y en a d'autres, comme la reprise d'historique. Donc l'idée, c'est de vous faire parler sur cette thématique, pour ensuite rebondir éventuellement dans les tables. Qui veut commencer? Marina? Audrey? Allez, on va commencer par Marina, puisque c'est plus simple. Alors, effectivement, oui, le change est une thématique très, très importante puisque on sait très bien que c'est le user qui est le principal impacté et qui est le principal inquiété lorsqu'on parle d'un changement d'outil. Donc, alors moi et ma population, enfin, je pense par rapport aux autres groupes, est assez moindre, mais quand bien même reste importante, dans le sens où mes users, autrefois sur HFM, que je vous disais, faisaient uniquement une conso trimestrielle. Tout le reste est sur Excel. Donc on n'a pas une population qui a le contrôle de ce qu'elle fait, qui est habituée à travailler sur Excel et qui pense maîtriser le tout et voilà, il y a une petite réticence, confiance de changer d'outil qui va le faire à sa place, ou en tout cas faciliter la tâche. Pour ce faire, en fait, le change, il a été fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire que enfin plusieurs étapes et de structuration. Déjà, on a identifié des key users par pays. On a embarqué les CFO dans cette aventure où on leur a demandé en fait de prendre position, de participer à des décisions importantes sur la structure de l'outil. Dès lors que des CFO ou des key users, leurs bras droits, donnent leur avis, s'impliquent dans la solution, ils deviennent responsables. Ils deviennent légitimes, donc indirectement et inconsciemment, ils vont driver le projet et vont devenir des leaders.
Pour ce qui est de la population des users, il y a une évolution en fait de leur, participation dans le projet avant donc 2020, quand on travaille d'ailleurs avec Julien, jusqu'au déploiement au 1er janvier 2022. Au début, les users, on pouvait pas tous les faire interagir, forcément, ça faisait trop de population à donner leur avis. Mais on a toujours maintenu un lien de communication, donc c'était la mise en place de newsletters, c'était la mise en place aussi de petits calls, de petits mails d'information, de garder ce lien pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se trame, en off et qu'est-ce qu'on va leur fournir pour qu'ils se sentent déjà, un sentiment d'appartenance et d'intégrer l'outil qui va arriver. Ensuite, il y a eu un changement de positionnement dès lors qu'ils ont eu l'application, dès lors en tout cas, avant que l'application arrive, on a été accompagné par les équipes de CLI dans le change, notamment, par votre équipe, transformation et accompagnement au changement, avec la mise à disposition de formations dédiées aux pays, dédiées au type d'utilisateur et ensuite avec un suivi, un support qui a suivi 6 mois post-déploiement. Donc vraiment un service support, dédié, 100 uniquement pour tous les users. Pendant cette période de 6 mois, moi, j'ai vu aussi une évolution du user qui, au début, l'utilisateur qui était un peu, il fait, fait ce qu'il peut, bloque, pose des questions, il avance et finalement, ces utilisateurs, ils ont changé de poste, ils ont évolué en tant qu'acteurs. Aujourd'hui, ils sont demandeurs. Aujourd'hui, ils sont, je dirais pas tous matures, mais ils ont certains, niveaux d'expérience sur l'application selon leur fonction dans le poste. Et pour maintenir en fait ce change et pour leur dire qu'on s'inquiète pour eux et qu'on travaille avec eux, on fournit, régulièrement des formations tout le long de l'année, selon leur niveau d'expertise, selon les sujets qu'ils veulent aborder, notamment le sujet des get data sur Excel ou de retrieve en tout cas de CubeView et tous ces outils-là les intéressent. Mais on essaye en fait de les accompagner dans leur évolution pour que cet outil reste encore avant tout leur outil de utilisateur et non pas un outil, on va dire, imposé par le corporate parce que, voilà, c'est un peu l'image qu'on a généralement dans les groupes quand on change, d'outil CPM. À moi. Avant de répondre à la question, moi, je vais vous mettre un tout petit peu de contexte projet pour que vous compreniez la réponse que je m'apprête à faire. Ce projet, il a démarré le kick-off, je m'en souviens encore, c'était en avril 2019 et on a eu un go live pour toute la partie reporting conso à l'automne 2021. Il faut savoir que il y a le Covid donc qui était passé en 2020, on s'est arrêté à peu près pendant 6 mois et on n'a pas pu. Du coup, ça nous a décalé quasiment d'une année, donc on devait avoir ça. Donc on est quand même sur un gros projet. Et nous, en termes de change, c'était pas seulement un changement d'outil. Il y avait derrière tout ça un changement de référentiel, plan de compte, un changement du point d'entrée de la donnée en termes d'entité. On a changé complètement la philosophie du point d'entrée. On était sur des virtuels, on en avait je sais pas combien de milliers, on est passé sur des entités légales. On a décidé d'unifier les reporting, tous les process conso et FP&A. Donc il a fallu aussi traiter tout ça. Et on a aussi décidé que tout ce qui portait sur les interfaces allait être porté par les utilisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire tous les mappings, ça allait être décentralisé en local. Donc en termes de change, oui, c'était effectivement un projet complètement à part entière. Il y avait un chef de projet change, une équipe dédiée au change, où on a beaucoup travaillé sur de la communication sur tout le long avec des newsletters, préparer les users, que ce soit aussi bien user final que ce soit des users en centrale, et on a effectivement cet aspect chez nous a été pas du tout sous-estimé, au contraire, on l'avait anticipé et c'était plus que nécessaire. Et je sais pas si ça fait partie de la réussite, mais en tout cas, ça y a beaucoup participé. Alors du coup, moi, je vais sortir un peu du contexte avec un scénario complètement opposé, c'est-à-dire que nous, c'était un impératif exogène. On nous a dit, vous vous introduisez à telle date. On s'est dit, bah, faut internaliser la conso. On a eu quelqu'un en interne qui était
responsable de la transfo finance, donc qui est intervenu sur finalement la coordination des métiers du reporting FP&A et de la conso, qui a joué l'interface et l'arbitre assez souvent entre ces deux métiers qui sont très proches mais des fois un peu différents. Et on a surtout, on est toujours, hein, pour dire ouvertement les choses, on est toujours en train d'essayer de trouver le bon point d'équilibre entre les deux, parce que des fois c'est pas évident entre qui regarde quoi, qui fait quoi, qui contrôle quoi, quelle vue, quel contrôle. Mais ça a été cette personne-là est beaucoup intervenue, a beaucoup aidé. À la fin, parce que les équipes FP&A et conso étaient plongées dans la documentation relative à l'introduction en bourse, elle a dû prendre des décisions. On a fait beaucoup de copier-coller avec l'existant qui était chez Via Report, chez Grant Thornton, qui gérait notre conso externalisé. Donc on a finalement le change management, ça a été on duplique ce qu'on a sans forcément se poser beaucoup de questions sur est-ce qu'on fait évoluer les choses, est-ce qu'on fait évoluer le point d'entrée, c'est rester l'entité. Les mappings finalement c'est une partie des équipes du FP&A qui a préparé les mappings pour les filiales. Il y a eu une grosse session de formation à l'outil, à l'import dans l'outil et au renseignement des flux dans l'outil en septembre par Grant Thornton, parce qu'effectivement on passait changement d'outil, changement de référentiel, donc il y a eu quand même beaucoup d'évolutions dans les dimensions que doivent renseigner les financiers en local. Mais le change finalement ça a été quand même très arbitraire, très centralisé. Voilà, ça a été, il n'y a pas eu beaucoup de choix, on va dire, mais ça faisait partie de l'histoire, et au final, c'est le corporate qui a beaucoup pris pour les filiales, qui a beaucoup pris en termes qui a pris beaucoup de sujets pour que les filiales puissent gérer le sujet, que ça soit pas une trop grosse difficulté. Et là où on a un peu quelques complexités par la suite, c'était justement l'autonomie sur le reporting des filiales, la mise en pratique, la qualité du reporting, ayant finalement pas embarqué les filiales dans tout le projet. On s'est retrouvé avec des vraies difficultés sur la mise en qualité du reporting, avec une équipe conso plutôt staffée qui passe énormément de temps à s'assurer que les contrôles standards implémentés dans OneStream fonctionnent normalement ou sont satisfaits par les reportings. Mais voilà, c'est un peu le pendant de cette décision top-down. Merci pour le contre-exemple, d'une certaine manière. Après, c'est le thème, on se dit tout. Globalement, je pense que est-ce qu'on doit attendre que tout soit prêt pour lancer? C'est un peu ça, c'est qu'on peut y aller. Après, il y a des conséquences, mais l'outil peut s'adapter. Et on va demander à Julien son avis sur l'outil dans ce contexte. Merci Thomas. Alors, moi sur le change, je vais peut-être commencer par gentiment par enfoncer une porte ouverte, mais il me semble en tout cas c'est un domaine, c'est un sujet qui est absolument pas à négliger, d'autant que la réalité aujourd'hui au niveau de notre marché, c'est qu'on a beaucoup de nos projets qui démarrent par de la consolidation statutaire aujourd'hui. On sait tous ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est surtout sur un marché de remplacement de solutions qui sont un petit peu imposées par des contraintes éditeurs notamment, avec souvent une population qui a un attachement significatif et légitime à leur solution. On a des gens qui ont utilisé un soft pendant 10, 15, 20 ans. Et de facto, ça rend le change management d'autant plus important. C'est vraiment un sujet qui est tout à fait essentiel en réalité sur la quasi-totalité de nos projets. La deuxième chose que je voulais dire moi par rapport à ça, c'est que le change, c'est pas un sujet de projet. Vraiment. Dans le sens où on a quand même objectivement vu souvent des projets dans lesquels le change management de façon caricaturale se résumait en gros à la documentation à la fin du projet, et cette documentation était souvent, si ce n'est bâclée, en tout cas c'était vraiment la fin du projet. L'expérience nous oblige à dire qu'en réalité c'est un sujet qui est transverse, qui est continu tout au long du projet, et le change management, il commence au kick-off. Et si ce n'est même, le change management, il commence même avant le projet. J'insiste lourdement là-dessus. Le troisième point qui me vient à l'esprit, c'est que le change management ne peut se faire qu'avec un sponsorship interne fort.
en particulier lorsqu'on est dans des contextes que l'on voit beaucoup aussi, c'est-à-dire des contextes de transformation organisationnelle. Là encore, on parle un petit peu d'expérience. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un sponsorship vraiment, vraiment fort. Dernier point, et je vais m'arrêter là-dessus, sinon je vais encore continuer pendant 20 minutes. Tu parlais également de quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt en fait pour amorcer le projet. Vous devinez, on le sait jamais vraiment, on n'est jamais complètement prêt. En revanche, il y a un facteur qui nous semble important pour démarrer un projet, c'est de travailler suffisamment en amont. Enfin, il y a deux facteurs même, je veux le dire. Il y a travailler en amont beaucoup sur les besoins métiers. Il faut qu'on ait atteint un stade de maturité sur les besoins métiers qui soit suffisant pour qu'on puisse amorcer des phases de conception qui généralement représentent un petit peu la première étape d'implémentation de notre solution. Là encore, j'enfonce une porte ouverte, mais vous seriez surpris du nombre de fois où en réalité on fait de l'expression de besoin pendant une bonne partie de ce qui est censé être l'implémentation du projet. Normal. Et puis l'autre facteur, c'est évidemment être bien certain d'allouer des ressources internes suffisamment importantes et de façon continue pendant le projet. Un projet ne se fait pas que par des externes. Même si on a un représentant de la population MOA qui est dans la salle, j'ai pas le droit de le citer, mais il se reconnaîtra. Et vous le reconnaîtrez. Pour synthétiser sur le change, une table ronde spécifique autour d'Audrey et aussi de Marguerite, parce que globalement, l'innovation qui va être l'un des deux thèmes qui reste sur la plateforme, ça passe aussi par ces moyens modernes. On a intégré des vidéos directement dans OneStream pour expliquer des usages, des gestes métiers. Donc il y a plein de choses à faire et l'outil s'est aussi adapté à ça, à cette modernité pour que la communication passe par l'outil. Second thème, la notion de plateforme, cette convergence FP&A et conso qui est le thème majeur. On était à Splash Berlin, certains d'entre vous aussi, il y a le mois dernier. Et clairement, le troisième mot, c'est plateforme. On est sur ce thème de la plateforme, de convergence. On a tous, en tant que vétérans de l'EPM, eu des frustrations sur les anciennes technologies, on va dire, où certains projets de convergence se terminaient en projet plomberie, avec des interfaces dans tous les sens. La promesse de OneStream, notamment avec cette extensibilité, c'est cette convergence FP&A conso. Personnellement, quand j'ai rencontré OneStream, c'est ça qui m'a sauté au visage, parce que j'avais l'impression que mon métier allait changer, que la proposition de valeur était réelle. J'ai envie de faire parler chacun, et comme Marina n'est encore là, mais sans la caméra, je ne sais pas si on laisse commencer Marina comme d'habitude, avec brio. Du coup, effectivement, moi, quand on m'a demandé de lancer le projet et qu'on notre cœur stratégique, d'ailleurs, je rejoins le point d'Audrey de chez Accor. Nous aussi, en fait, on avait une stratégie de harmoniser l'information financière. Donc vraiment de cesser les réconciliations entre le reporting de la conso et le FP&A, alors en plus sur Excel à l'époque. Donc on a remis à plat le plan de compte. On a remis à plat tout ce qui était vraiment métadata, donc entité, axe analytique, flux, autres. Donc il y a une vraie harmonisation qui s'est faite et du coup, on le ressent derrière chez les métiers, dans le travail, dans la qualité de la data et effectivement aussi dans les délivrables qui du coup arrivent plus rapidement qu'autrefois. Donc ça, c'est un vrai gain de temps et aussi quelque part de rapprochement des métiers financiers, puisqu'ils parlent les mêmes chiffres, ils partent de la même base et après ils s'en servent autrement selon leurs besoins, reporting avec certains ajustements, FP&A qui va décliner dans l'analytique. Donc le OneStream pour le coup est vraiment une plateforme unifiée, one source of truth et on a réussi le pari d'avoir cette donnée unique pour tout le monde. Après, moi chez AG, on a créé des cubes pays, on a vraiment utilisé l'extensibilité. Donc c'est-à-dire qu'on a un cube corporate qu'on va appliquer ça pour la conso, pour uniquement le HQ, FP&A, HQ et autres.
Mais notre donnée, elle est sourcée depuis des cubes pays, donc des cubes pays où, en fait, par exemple, si je prends l'exemple de l'Allemagne, elle a comme structure mon plan de compte corporate, mais sur cette base-là qu'ils ne peuvent pas, du tout, modifier, ils ont créé des comptes extensibles locaux. Ils ont créé aussi une hiérarchie d'entités qui est propre à eux. Ils ont créé des axes analytiques qui sont propres à eux et en fait, ils peuvent travailler de manière autonome, donc selon leur format, selon leurs besoins, leurs principes comptables locaux et en même temps, en chargeant une seule fois dans OneStream, ils répondent à mes besoins corporate. Donc pour plusieurs pays, on a fait du 2 en 1. On a aussi remplacé des outils locaux. Donc ça, c'est quand même l'avantage qu'on a, enfin, c'est un avantage en termes de charge de travail pour les users, en coût financier également, puisque du coup, on remplace des licences, on remplace des hébergements, d'autres outils qu'on n'utilise plus. Et pour aller plus loin encore, dans cette automatisation, dans le cas de l'Allemagne, c'est pas encore prêt, mais par exemple la Pologne, on a mis en place des interfaces, sur leur ERP comptable MSD 365. Alors eux, ils sont au max de l'automatisation et du gain de temps puisqu'ils cliquent sur un bouton qui va rapatrier les données depuis MSD, en comptes locaux. Donc la transformation des données se fait dans OneStream. Directement, du coup, moi, je peux accéder à mes données, de la Pologne, en format, corporate avec mon plan de compte, mes flux. De la même façon, les users polonais peuvent consulter leurs données en comptes locaux avec leurs axes analytiques locaux qui ne me voilà, que je moi, du point de vue corporate, je ne regarde pas puisqu'ils sont totalement autonomes. Nous, à peu près même topo. Donc, je vous disais en introduction que l'unification et la plateforme unique, c'était un critère de choix. Donc, je vais pas vous dire aujourd'hui que c'était pas important. Ça a apporté une véritable valeur chez Accor. De temps, comme le disait Marina, les users aussi bien locaux que les users en centrale se plaignaient beaucoup du temps qu'ils passaient pour réconcilier les données. Donc ça, on n'a plus. C'est-à-dire que la donnée, elle passe directement de l'ERP à OneStream, quelle que soit la configuration de l'ERP. Ça, on s'en est pas encore occupé. Et donc, cette unification, chez nous, a apporté énormément de valeur. Une donnée plus qualitative, une donnée qu'on a aussi plus rapidement. On est en train de parler d'ailleurs de réduire les délais de reporting. Et du coup, ce qu'on espérait, on l'a obtenu et c'est vraiment une valeur chez nous, une valeur qu'a apporté le projet OneStream. Après aussi, unification des process, ça je vous en avais déjà parlé, mais le fait effectivement de ne plus avoir tout notre écosystème d'outils, chez nous ça a été une véritable valeur parce que si je vous montrais les schémas qui avaient été faits des SI avant et de la cible qu'on avait après avec OneStream, la modification, elle est assez impressionnante sur notre écosystème Accor. Alors moi, pour Exclusive Networks, comme je le disais en préambule, le choix de l'outil a été un peu drivé par est-ce que ça satisfait les besoins d'une conso de gestion et d'une conso statutaire. On a fonctionné en deux lots. Un premier lot qui était la conso statutaire parce qu'il y avait cette révolution qu'est l'introduction en bourse. Et dans un deuxième temps, on a fait un lot 2 qui était paramétrer toute la vue conso de gestion dans l'outil. Pour nous, maintenant, ça paraît assez simple. Hein, on a tout, on a une seule vérité. C'est pour moi le point clé de OneStream, une seule vérité dans l'outil. Et après, on met nos petites lunettes en fonction de ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on veut voir de la gestion? Est-ce qu'on veut voir du statutaire? Et en fait, tout est dans l'outil. C'est juste une question de présentation, de vue. Donc ça, c'est vrai que maintenant, ça nous paraît assez simple, assez facile. On a nos retrieve, on clique sur le bouton, on a les bridges qui se font automatiquement et c'est plutôt facile, c'est plutôt plaisant. Mais pour que vous vous rendiez compte du point de départ, c'est qu'à l'époque, quand on a commencé, on avait une conso de gestion sans IFRS, sans interco, une conso statutaire avec des intercos, une conso statutaire avec des intercos et de l'IFRS. Et pendant quelques mois, on passait notre temps à faire des bridges pour essayer de raconter quelque chose. Et c'était extrêmement chronophage. Et au final, maintenant, ça me paraît être un non-sujet, alors qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui prenait énormément de temps.
Pour repartir sur l'unification aussi, un des choix de OneStream, c'est finalement, on a un ERP groupe qui est NetSuite, un logiciel de l'environnement Oracle, on va dire. Donc il y a eu aussi, on s'est dit peut-être une accointance entre un NetSuite et un Oracle, et on s'est dit c'était aussi un moyen d'unifier à terme l'ERP avec le logiciel de conso statutaire ou de conso de gestion. On n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'on va pour le moment probablement faire évoluer les choses, mais on est encore sous les phases d'upload manuel, hein, pour tout vous dire. Mais ça fait partie pour moi des next steps de l'évolution. Bien, en fait, ça conforte un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Ça conforte quand même un petit peu j'ai envie de dire, de limites de barrières qu'on souhaite casser, qu'on a toujours souhaité casser. En réalité, il y a une première barrière qui est de dire, voilà, on va faire le projet de la conso, ou on va faire le projet du contrôle de gestion, on va faire le projet du budget. Notre ambition, et je pense qu'en tout cas au travers de ce qu'on vient d'entendre, c'est évidemment de faire en sorte que nos prospects, nos clients voient plus grand tout de suite, quitte à évidemment échelonner ou séquencer entre guillemets les projets, bien entendu. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que on puisse servir de support à des vraies transformations financières et ou organisationnelles, les deux étant souvent mêlés. La deuxième limite, la deuxième barrière que l'on souhaite casser, c'est aussi la petite musique que nous autres vétérans, comme je prends un pet quand même quand tu dis ça, mais nous autres vétérans de l'EPM avons tellement entendu par le passé, à savoir telle solution, elle marche très bien, mais en fait c'est la solution du corporate, parce que ça a été fait pour les besoins du corporate, et nous, filiales, finalement, l'outil, il nous sert pas, quoi. Il nous sert pas, on va se servir d'Excel pour adresser nos besoins locaux et ou utiliser encore une autre solution. Notre ambition avouée, c'est de dire, non, avec OneStream, avec notamment l'extensibilité, avec les cubes au sein d'une même application, on est capable de définir et en tout cas de compléter les besoins de grands corporates, qui sont souvent des besoins plutôt agrégés, une vision du reporting un petit peu agrégée. Mais on est également capable, en définissant justement ce corps modèle qu'on va définir pour toutes les filiales, on va définir un corps modèle, mais on va également être capable d'adresser des besoins opérationnels. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment les filiales puissent dire c'était le projet du corporate, mais c'est devenu notre projet. Et puis aujourd'hui, on arrive à piloter localement nos besoins opérationnels avec OneStream. Pour les 3 dernières minutes, mot de conclusion, mais on n'est pas trop mal. Aujourd'hui, on est la matinale innovation. Donc, on a parlé de sujets qui, pour nous importaient, et on les creusera ensemble sur des tables rondes de manière plus informelle. Mais je voudrais juste, pour conclure en 1 minute, la chose que vous utilisez, entre guillemets, innovante dans la solution, qui a changé la vie de vos utilisateurs au quotidien, que ce soit sur les process, que ce soit sur un usage de quelque chose, parce que la solution est innovante. Le vétéran que je suis me dit qu'elle est innovante. Après, c'est ma sensibilité. J'aimerais entendre la vôtre en tant qu'utilisateur. Chez Accor, je crois que vraiment la fonctionnalité qui nous a apporté le plus de valeur, c'est cette plateforme unifiée. Ça, c'est peut-être galvaudé comme mot, mais ça nous a vraiment permis de pouvoir se débarrasser de tous les systèmes qu'on avait, d'avoir plus que l'ERP et OneStream, d'intégrer tous les utilisateurs locaux parce qu'on a aussi fait un peu d'extensibilité, mais pas à outrance. Et voilà, et donc d'unifier les utilisateurs, les process, c'est vraiment ce pari est réussi chez Accor.
Chez nous, moi, je dirais que c'est plutôt une révolution en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'on avait un groupe pas forcément structuré et on est en train de faire évoluer et de rentrer dans des standards organisationnels la fonction finance. Donc, on tend vers quelque chose de plus solide, de plus mature et l'outil a vraiment changé. Alors, vous allez nous dire, normalement, c'est dans l'autre sens. Chez nous, ça s'est fait comme ça et ça continue de se faire comme ça et c'est intéressant. Et je pense, et malheureusement, c'est pas forcément un très bon constat, mais je pense que l'outil, on l'utilise pas à son plein potentiel. Quand j'échange avec d'autres utilisateurs, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont faisables dans l'outil, et notamment le dashboard. Et ça fait partie des projets que nous, on a à plus ou moins long terme, de pouvoir, pour que les filiales s'approprient l'outil, avoir des solutions dans l'outil qui puissent faire vraiment avoir des restitutions à l'ensemble de la population, pas que ce soit pas justement un projet HQ. Marina, pour conclure. Alors, pour moi, l'innovation, il y a eu beaucoup de sujets, mais on va aller à l'essentiel. Là, le moteur de calcul qui a révolutionné, vraiment révolutionné le département finance, notamment le like for like et le comps, qui prenait beaucoup de temps et qui maintenant se fait en quelques minutes. Le deuxième point innovation, qu'on est en cours encore, c'est de travailler sur les délivrables. Donc on est en train de créer le connecteur, Power BI pour s'assurer en fait de fournir l'information à une population encore plus large. Donc de travailler sur des dashboards qui soient ouverts à plus de métiers, notamment, peut-être des commerciaux, leur donnant, le nombre de ventes de certains articles et autres, chiffre d'affaires apporté, donc d'étendre, l'extensibilité encore de OneStream. Et après en termes, on est en train aussi on parlait de l'ESG brièvement tout à l'heure, nous on va lancer l'ESG, très prochainement. Puisque, comme c'est un prérequis, qui va arriver très, très vite et que ça va être rapporté à la direction financière, donc on va, tenter ce pari-là. On va commencer par le corporate uniquement et après, rajouter ces subtilités-là dans les cubes pays pour qu'ils soient encore, une fois autonomes. Merci beaucoup Marina et merci pour ta disponibilité à distance. Julien, pour des perspectives, d'autres innovations à venir? Alors rapidement, je comprends, j'ai la pression. D'abord, on continue évidemment à améliorer la plateforme d'un point de vue strictement technique. La dernière version qui est sortie, la V8, s'appelle en fait, c'est la première étape de ce qu'on appelle la plateforme Next Gen. On s'appuie notamment sur de nouveaux langages de programmation, en tout cas les dernières versions, qui nous permettent d'améliorer encore la vitesse du moteur et également la scalabilité. Notre ambition, c'est de pouvoir adresser encore plus de volume et adresser encore plus d'utilisateurs. Donc c'est vraiment, il y a un investissement important là-dessus. Je suis obligé également de vous parler de Sensible Machine Learning, qui est une solution qui est live chez déjà quelques-uns de nos clients. C'est intéressant. L'idée étant ici, évidemment, de pouvoir améliorer de façon continue les modèles prédictifs. J'ai longtemps, pour être assez clair avec vous, j'ai longtemps pensé que c'était quelque chose qui prendrait du temps en fait à être mis en place, mais en réalité, on a d'ores et déjà des clients, notamment industriels, qui utilisent le Sensible Machine Learning. Et puis l'autre grosse, je dirais, opportunité en ce qui nous concerne en termes de développement, c'est ce qu'on appelle le Brother UX, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser OneStream sur d'autres supports comme un téléphone ou surtout des tablettes. C'est pas gadget dans le sens où l'idée c'est vraiment de pouvoir construire des rapports, des dashboards sur une tablette. On s'aperçoit qu'il y a quand même des besoins importants là-dessus, notamment au niveau des directions générales. Voilà. En gros, c'est un petit peu les perspectives. V8 d'un point de vue surtout amélioration technologique. On n'aura pas de V9, on va aller sur une V10 directement pour justement asseoir cette dimension d'amélioration technologique. Merci à tous. On est dans les temps. On va pouvoir basculer sur un petit quart d'heure de démonstration.
Merci à nos témoins que vous pourrez solliciter dans quelques minutes autour d'une discussion à bâton rompu sur différentes thématiques. Et donc, on va laisser Olivier nous faire une petite démonstration de la solution en un quart d'heure. ESG. Voilà. Donc, OneStream, c'est vraiment une application multi-process. Ce qu'on remarque également, c'est que les écrans dans OneStream sont très largement personnalisables. Donc ici, on a ramené une image, un logo. On a également positionné des KPI en bas de l'écran. Donc, on va vraiment pouvoir organiser ces écrans comme on le souhaite, à la fois en termes de contenu et puis d'ergonomie. Et également, sachez que la navigation dans OneStream est libre au sens où on va pouvoir décider comment vos utilisateurs vont naviguer au sein de la plateforme. Donc, si moi, par exemple, je suis, on va dire, responsable au niveau groupe, ce qui peut m'intéresser, c'est en un clic d'accéder aux résultats, par exemple, de la période. Donc, dans OneStream, quand on présente des informations, quand on veut analyser, on va pouvoir travailler à partir d'éléments graphiques, comme on voit ici. Donc là, on est concrètement dans ce qui s'apparente à de la BI, tout simplement. Donc, par exemple, avec en bas de l'écran un bridge qui va permettre très rapidement de voir l'écart entre le réel, le budget, voir en un coup d'œil là où on a été plutôt bon, là où on a été moins bon. Mais avec OneStream, l'idée c'est toujours de partir d'une information qui est peut-être très très macro, comme un bridge ici fait au niveau groupe, et de pouvoir en un clic avoir accès à l'histoire qui se cache derrière. C'est-à-dire comprendre finalement quels sont les postes de mon EBITDA avec plus ou moins de granularité selon ce qu'on souhaite afficher, puis avoir une vision non pas forcément uniquement groupe, mais une vision plus détaillée par entité, par activité, la vue aussi sur des commentaires. Voilà. Donc il y a toujours cette idée du côté très macro, très peut-être orienté présentation, et puis l'accès aux éléments de détail. Donc je disais, bien sûr, possibilité d'avoir toute une série de graphiques, que ce soit du bridge, du diagramme, de la cartographie, mais bien sûr, on va retrouver des états beaucoup plus classiques, tels que vous les connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire, quand je dis des états classiques, je pense, comme on a ici, des états qui présentent finalement un croisement entre des lignes et des colonnes. Donc, exemple avec un PNL présenté là aussi par entité, avec également un total qui correspond à l'impact des écritures avant d'arriver au consolidé, donc un état assez classique en consolidation. Et ce qu'on essaie de faire là aussi pour les utilisateurs, c'est, j'ai envie de dire, faciliter la vie des utilisateurs en termes d'analyse des informations. Par exemple, ça veut dire éviter d'avoir à fermer un document pour en ouvrir un autre, donc naviguer facilement d'un document à l'autre. On va le faire par exemple par un simple menu déroulant, passer, vous le voyez, d'un PNL vers un bilan, vers un cash flow, ça se fait très simplement. Et puis également avoir des critères ou des menus déroulants, comme on l'a fait ici, qui vont nous permettre d'avoir des visions différentes. Par exemple, mon bilan, je peux l'afficher de manière très synthétique, comme c'est le cas sur cet écran, mais en un clic, je peux passer à une vision qui serait plus détaillée, parce que c'est la vision que j'ai envie d'avoir à ce moment-là. Si on fait le pendant avec un PNL, mon PNL, toujours pareil, en jouant sur les critères, je vais pouvoir l'avoir en mode périodique, donc en poids du mois, en year to date, ou avec un comparatif entre les deux, ou mon PNL, je vais pouvoir l'avoir en croissance organique, ou en croissance, on va dire, en tenant compte de l'ensemble des acquisitions. Voilà, donc c'est simplement des critères avec lesquels on va jouer pour changer la vision du document qu'on est en train de regarder. Tous nos états sont, on va dire, exportables dans de très nombreux formats. Donc à partir du moment où je suis sur un document, je vais pouvoir l'envoyer en PDF, en Excel, Word, donc tous les formats classiques, et également l'envoyer par email à une personne de mon entreprise qui aurait besoin de ce document et qui n'a pas forcément, par exemple, d'accès à OneStream. Si on regarde maintenant
peut-être la partie plus collecte de l'information. Dans OneStream, la collecte fonctionne au travers de ce qu'on appelle un workflow. Donc, on a ici en bas de l'écran un workflow très orienté consolidation statutaire, donc pour la période de décembre. Donc évidemment, ce workflow va être différent essentiellement selon les process sur lesquels on travaille. Mais donc là, ce que je suis en train de faire, c'est plutôt me placer en tant qu'utilisateur en filiale. Voilà, en tant que filiale, ce qu'on me demande pour la période de décembre, c'est de venir importer des données. Donc, typiquement, importer une balance. Alors, quand je dis importer la balance, ça peut être aller récupérer un fichier plat ou on peut travailler bien sûr avec un connecteur vers un autre outil. Un connecteur vers un ERP, c'est assez classique. J'ai toute une série de formulaires à remplir, des formulaires liés aux éléments d'actifs, de passifs, de PNL, des formulaires pour venir renseigner également la partie intragroupe. On est en consolidation, donc des états d'annexe, également prévu toute la partie qu'on appelle en général compte technique, c'est-à-dire je vais renseigner un compte et puis ça va générer une écriture automatique derrière, mais également des écritures qui pourraient être manuelles. Donc tout l'intérêt de ce workflow, d'un point de vue, on va dire plutôt utilisateur en filiale, c'est on va dire d'être guidé, de savoir exactement ce que j'ai à faire, ce qui est attendu. Pour le groupe, on voit sur le côté qu'il y a des couleurs, voilà, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du vert. Donc pour les personnes du groupe en centrale, ça va être de pouvoir suivre l'avancement du travail. Donc on va pouvoir suivre, dire en temps réel, ce qui a été fait, pas fait, ce qui est en erreur, ce qui est bon. Puis également, ce workflow, il est ultra collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez aller déposer par exemple des instructions ou des documents qui vont aider les filiales à travailler. Voilà, c'est tout ça qu'on va retrouver dans cette partie workflow. Donc une nouvelle fois, si je me positionne en tant que filiale, voilà, on va estimer que j'ai récupéré par import un certain nombre de données. Je dois maintenant remplir des formulaires. Donc on va prendre le premier de la liste pour montrer à quoi ça ressemble. Là-dessus, il n'y a pas, je pense, tellement de surprises. Si je prends un document de type immobilisation, je retrouve des comptes en ligne, je retrouve des flux en colonne, une ouverture, des mouvements, une clôture. On a une charte graphique permettant de comprendre quelles sont les données qui ont été calculées. Par exemple, ma position d'ouverture, elle est calculée parce que issue du solde N-1. Du blanc qui va signifier que ce sont des montants saisissables. Donc on va, dans cet exemple, venir renseigner manuellement les mouvements d'augmentation, de diminution, de reclassement. Et puis on a aussi du rouge, rose, peu importe comment on l'appelle, sur les croisements qui seraient interdits ou non définis dans la base. Donc je pense que là-dessus, on est vraiment sur quelque chose de très classique. Si on jette un coup d'œil peut-être, pas redescendre l'ensemble des documents, mais sur une écriture manuelle que je peux être amené à passer, on va retrouver un système, j'ai envie de dire, très, très comptable là-dessus, au sens où une écriture est associée à une entité, est associée à une devise. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va retrouver dans le haut de l'écran. Ce sont les valeurs associées à l'ensemble de l'écriture. Et puis quand on jette un coup d'œil à l'écriture elle-même, un compte, une notion de flux, une notion de nature ou d'audit ID, puis du débit crédit, donc pour passer une écriture. Donc voilà ce qu'on pourrait avoir avec une connotation, une fois de plus, orientée consolidation statutaire. Mon objectif en tant que filiale, donc remplir l'ensemble des documents qui me sont demandés. Et puis une fois que le travail est effectué, on a bien sûr la possibilité de se contrôler. Donc toute une batterie de contrôles sont prévus pour s'assurer de la cohérence des données. Comme je pense beaucoup d'entre vous l'ont déjà en place dans leurs outils, on va avoir des contrôles bloquants, des contrôles non bloquants. Donc tout ce qui est vert dans mon exemple, c'est ce qui est OK, pas de problème. Ce qui est orange, c'est un avertissement, donc un contrôle non bloquant avec l'explication associée. Et puis si j'ai du rouge, c'est du contrôle bloquant à ce niveau-là.
Donc voilà un petit peu comment une filiale, on va dire, va travailler. Maintenant, si on change de position et on se met à la place d'une personne en centrale, on va retrouver cette notion de workflow. Voilà, si je suis responsable conso au niveau du groupe, j'ai un workflow, mais évidemment avec un contenu différent. Ce workflow, il va me permettre de travailler sur la notion de périmètre, il va me permettre de venir renseigner les taux de change, il va me permettre, on le voit, de venir préciser ou de venir plutôt là aussi renseigner des écritures top conso. Donc voilà, un workflow qui s'adapte bien sûr au rôle de chacun. Donc ici vraiment un workflow groupe. Et si on s'attarde un tout petit peu peut-être sur le périmètre, montrer comment tout cela est organisé, périmètre avec une série d'entités. Donc là, pour faciliter la visualisation, on a à la fois, on va dire, le périmètre N-1 et puis le périmètre N. Et puis, pour chaque entité, on va retrouver l'ensemble des méthodes de consolidation. C'est-à-dire mon entité peut être holding, peut être en intégration globale, en mise en équivalence proportionnelle non consolidée, l'ensemble des taux, taux d'intérêt notamment, partage permettant d'avoir la visu entre le partage groupe est minoritaire. Et puis quand on va au bout du tableau, les statuts permettant de gérer les variations de périmètre, entrée, sortie, et comme vous en doutez, tout ça n'est pas simplement pour information, c'est qu'il y a des traitements derrière qui se déclenchent. Donc finalement, vous allez retrouver dans OneStream, on va dire les traitements de consolidation attendus, qui sont demandés dans un environnement moderne, hein, c'est l'objectif. Donc voilà comment en quelques minutes parcourir l'application OneStream. Je vais rendre la main aux équipes. Merci Olivier. Donc on est à peu près dans les temps, c'est pas un miracle, c'est comme nos projets. Globalement, là, OneStream, c'était une overview. Je pense que vous voudrez nous faire plein de POC. J'ai pas de souci sur le fait que vous allez nous mettre sous contrainte. On commence à avoir l'habitude et OneStream a eu la bonne idée de dire qu'il adorait l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça met sous contrainte la plateforme et pour montrer sa valeur. Donc, on est souvent embarqué aussi pour compléter la partie projet. Et donc la méthode pour vous approprier et même faire des hands-on avec la solution, c'est des choses sur lesquelles OneStream est très ouvert pour que l'acculturation qui est de cet outil soit la plus naturelle possible sur les processus d'avant-vente. On va faire une petite pause de collation si vous avez encore faim. Moi, j'essaye de manger que des fruits et pour aussi échanger avec nos différents prospects et surtout nos clients pour avec toutes vos questions. Puis ensuite, on remettra un peu en forme l'espace pour avoir des grands témoignages. Pour information sur la partie Alliance, donc Marina ne pouvait pas être présente parce qu'il y a interdiction de se déplacer. Notre chef de projet Marie, accompagnée d'un grand témoin, Clément, en AMOA, qui a suivi le projet depuis sa genèse, pour vous expliquer tout l'écosystème Alliance.